Bienvenue sur le balado Cœur d'enfant, un univers où chaque instant est une opportunité d'éveiller notre conscience et où la magie de la spontanéité nous mène à reconnecter à notre essence la plus pure, notre cœur d'enfant. Bonne écoute! Puis ça parle. Allô Roxane! Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour le 10e épisode du podcast Cœur d'enfant. On s'est rencontrés sur les réseaux, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, ça fait pas si longtemps. C'était au Loupio, lors de ton atelier pour Sage-Famille. Et c'est ça, je suis venue avec mes 2 enfants, parce que c'est ça, dans les ateliers, tous les enfants sont les bienvenus. Puis des fois, ça peut être très chaotique. Je vois pas de quoi tu parles. Mon focus a été mis à l'épreuve. Mais ça va, on s'en est sorti. Fait que c'est ça, je suis contente de te recevoir ici parce que je me dis, là, je vais être, tu sais, c'est une conversation, on se regarde dans les yeux, ça va vraiment me permettre d'absorber tous tes enseignements parce que c'est tellement quelque chose que je trouve très complémentaire à la parentalité consciente. Et il y a beaucoup de nos valeurs, la philosophie de la parentalité qui se ressemblent. Et là, j'aurais pas mes enfants pour manquer des petits bouts. Là. Je vais être 100% attentive. Donc, c'est ça. J'ai regardé un peu sur ton site voir c'est quoi tu faisais dans la vie. Mais j'aime toujours ça, demander aux gens, à mes invités, de se présenter. Donc, c'est qui Roxane Arès? C'est qui derrière l'Octobre? Et si tu veux aussi nous expliquer pourquoi l'Octobre, ton nom ta page, ton nom de business. Parce que c'est une question qui, moi, quand je viens, et pourquoi l'octobre? Ma fille est née en octobre. Puis, c'est pourquoi l'octobre? Donc, te présenter, qu'est-ce qui t'a mené vers ça, la parentalité minimaliste, ton rôle de doula aussi, puis voilà, pourquoi l'octobre? En fait, Roxane, c'est un personnage un peu atypique, je vais t'avouer. Je suis une personne qui je vais expliquer le parcours, puis tu vas comprendre. Ouais. À la base, je suis enseignante au primaire. Maintenant, si on fait le parallèle, je fais l'école à la maison parce que je veux pas que mes enfants soient dans ce système-là. Donc, déjà là, c'est un peu atypique. Et en fait, dès le début de ma carrière, qui n'a pas été très, très longue, là, mais dès le début de ma carrière en enseignement, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Pourquoi est-ce que je suis pas capable de réellement avoir une grande connexion? Ils sont toujours dans l'hypervigilance. Puis j'avais une facilité quand même à faire une connexion avec eux, mais il y avait comme un blocage. Il y avait une pile de diagnostics, une pile de plans d'intervention. À chaque année, c'était de pire en pire. Et je me disais, mais pourquoi? C'est quoi? Nos enfants sont brisés? C'est quoi qui se passe? Puis ça a déjà été... J'étais pas encore maman à ce moment-là. Okay. Et j'avais déjà une petite graine semée dans ma tête en me disant... Il se passe quelque chose avec nos enfants. Ouais. C'est pas de leur faute, là. Ouais. Je veux comprendre. Et ensuite, je suis devenue enceinte de mon plus vieux, qui va avoir 7 ans. Et là, quand je suis devenue maman, et là, on en parlait avant l'enregistrement, là, mais ça change nos lunettes, ça change notre perspective. Et à ce moment-là, en fait, j'ai uniquement reproduit ce que je connaissais. C'est-à-dire d'avoir un magasin de jouets dans mon salon et que ça me prenait plusieurs minutes, là. Tu sais, un bon 35 minutes. Une classe primaire reproduite à la maison. Oui, mais plein de jouets, plein de matériel, la télé toujours allumée, parce que c'est ça qu'on avait fait chez nous. C'était ça que je connaissais, c'était ça que je voyais chez les familles que je fréquentais. Et rapidement, je me suis rendu compte, ça a été ma 2e petite graine là, qui a été semée. Je me dis, mais voyons donc, ça peut pas être ça, être un enfant, ça peut pas être ça, être un parent. J'étais pas bien, puis je voyais que clairement, mon enfant était pas bien là-dedans. Donc, rapidement, je me suis posé des questions. Et là, je suis devenue enceinte de mon 2e. Je donne naissance, et cet enfant-là est venu avec une tonne de messages, avant même qu'il vienne au monde. Ouais. Et je me revois encore, il dormait pas, là, tu sais ce que c'est, hein, au début, là. Et il était sur moi, et j'écoutais... Moi, ça a été mon entrée vers le minimalisme. Ça a été pas un podcast, un documentaire sur le minimalisme matériel. Parce qu'aujourd'hui, on va en parler, c'est pas juste matériel, mon approche. Et là, le lendemain matin, Laurence, je suis sortie chez nous.
dans ma maison. J'ai vidé le 3/4 de mon appartement. C'est vrai? Mon chum se tenait quasiment sur les meubles en disant « C'est-tu moi le prochain à sortir? » J'ai vraiment radié, là. Ça a été du jour au lendemain. Vraiment. J'en Wow. avais tellement besoin. C'était un cri, là, de l'intérieur. Je me disais « OK, il y a ça, là, qui se passe en ce moment dans ma vie de mère et dans la vie de mon enfant. » J'ai des frissons. C'est vraiment puissant de se libérer de ça. On se sent comme souveraine tout d'un coup. Mhm. Puis je me rendais compte à quel point est-ce que je me sentais plus déposée. Mon enfant se sentait plus déposé. Tranquillement, on a fermé la télé. On a même sorti la télé. Elle était rendue dans le sous-sol quand on a déménagé. Donc, tranquillement, on a fait ces pas-là. Mais l'autre élément très atypique aussi que j'ai oublié de nommer, c'est entre mes 2 garçons, j'ai fait un cours en technopédagogie. Et tu connais un peu plus mon histoire, là. Tu m'as entendu déjà, là. Technopédagogie. Ouais, On c'est- n'entend pas ça souvent. Non, c'est vraiment atypique, là. Dans le fond, Ouais. c'est d'intégrer la technologie dans les écoles. OK. T'as entendu ma conférence, là? Ça n'a Ouais. aucun rapport avec ce que je Ouais. fais en ce moment. Non. Puis c'est... Justement, je dis que je suis allée voir The Dark Side of the Moon pour revenir de l'autre côté puis dire « Hey, gang, ça marche pas, là! On lâche ça, là! » T'es juste allé tester, voir si c'était vraiment là qu'il fallait que t'ailles, puis c'était ta confirmation de « je m'en Oui. vais ailleurs ». Mais je suivais le courant parce que c'était là que ça s'en allait dans les écoles. Puis je me Ouais. disais, je veux plus être dans les classes parce que c'était trop exigeant. Il y avait, ça fonctionnait pas. J'étais pas confortable. Et là, je me disais, ben, je vais pouvoir au moins avoir un impact sur la pédagogie des enfants en intégrant la technologie parce que c'est là que ça s'en allait. Puis fou, j'ai reviré de bord assez vite en me disant, mais C'est ça le fonctionne futur. pas. Oui, c'est ça fonctionne pas. J'ai changé de côté, changé de direction complètement. Et en fait, quand on mettait toutes ces choses-là en place après la naissance, là, je reviens après la naissance de mon deuxième, quand Ouais. j'ai vidé ma maison, ben on a complètement changé de mode de vie. On a changé d'environnement, on a changé de ville, on est déménagé en Estrie, on était à Boucherville avant. Ah ouais. On a acheté un terrain dans la nature. On voulait vraiment que ce soit beaucoup plus aligné à nos valeurs, beaucoup plus ancré. Et j'ai trouvé à un moment donné un livre qui a complètement changé après mon côté personnel, ma parentalité, professionnelle Ta aussi. vie. Ma vie, oui. Ça s'appelle Simplicity Parenting en anglais, Parents tout simplement en français, qui Ok. est de l'auteur Kim John Payne. Et en fait, lui, il travaille dans la pédagogie Waldorf, qui est dans les écoles de Waldorf. Et puis, il est arrivé avec 4 piliers et une base, donc les valeurs. On pourra en parler tout à l'heure. Ouais. J'étais tellement fascinée par ce qu'il écrivait. Le soir, mon chum venait me chercher. Il dit, mais les enfants, ils dorment, là. Parce que je lisais, pendant que j'endormais les enfants, je lisais à la veilleuse. Mais ça faisait comme 2 heures que les enfants dormaient. J'étais comme, je pense que c'est fini. Non, mais c'est trop intéressant. En fait, ce que j'ai retrouvé dans ce livre-là, c'est simplement des mots et un concept, de la science aussi, derrière ce que je tentais de mettre en place à la maison. Ça m'a tellement fait du bien de réaliser que j'étais pas complètement folle, en fait. Ouais. De vivre ces émotions-là, d'avoir cette intuition-là. Et je me suis formée, j'ai vraiment ouvert la valve là, au plus grand là, Ouais. pour absorber le plus possible cette parentalité-là, cette manière, cette philosophie de vie-là, Ouais. qui ouvrait en fait le minimalisme à beaucoup plus grand que juste le matériel. Puis est-ce que tu dirais que, parce que là, c'est comme parentalité en simplicité, c'est comme le terme, la traduction du livre, Ouais. Simplicity Parenting. Ouais. Est-ce que la parentalité minimaliste, c'est une autre branche ou ça fait partie de la parentalité en simplicité? En fait, au départ, je nommais ça l'octobre parentalité dans la simplicité. Ouais. Puis, ça me rendait inconfortable parce que c'est pas simple être parent. Puis je trouvais que ça envoyait ça comme image. Puis même si on fait des choix à contre-courant, hein, qui sont out of the box, qui sont différents du mouvement dans la société actuellement, ben c'est pas simple non plus. Puis je trouvais ça un peu confrontant, en fait, arrogant. Je veux dire arrogant. Ouais. C'est ça, c'était comme ça que je le vivais. Ouais. De dire, ben, parentalité dans la simplicité, moi, je vais te simplifier ta vie. C'est très simple être Ça va parent. simplifier, mais c'est pas simple être parent. Ouais. Puis c'est pas simple faire des choix différents. Il faut être grounded, puis il faut vraiment se tenir debout. Et plus je lisais, plus je me formais, j'ai découvert aussi un autre auteur qui est extraordinaire, que tu connais peut-être, qui s'appelle André Stern. Non. Faut que tu découvres cet homme, tu vas tomber en amour. En tout cas, moi, si mon chum n'existait pas, j'aurais ce candidat-là dans ma mire. André, c'est un homme extraordinaire qui, en fait, n'est jamais allé à l'école et qui partage à quel point il a été libre de grandir à son rythme.
Ouais. Et ça fait vraiment partie de la simplicité, de la parentalité dans la simplicité, simplicity parenting. Puis je me dis que ces deux philosophies-là m'ont permis de développer ma propre pratique, tout Ouais. en étant fondée sur des bases solides, des théories et la science là, derrière tout ça. Ouais. Mais c'est comme un mélange de ces deux philosophies-là. C'est comme tes deux piliers Ouais, vraiment. pour créer puis Pour apporter créer, ton aide dans les familles. Parce que c'est exact. ça, t'es doula, Oui. mais t'accompagnes aussi des parents et les familles pour les aider à aller vers une vie plus en minimaliste. Parce que c'est vrai que quand on est parent, je te faisais une joke avant que... Quand Cacher t'es les arrivée, j'ai caché tous les jouets avant que Roxane elle arrive. Là, j'étais comme, elle va me juger sinon. Tellement pas. Mais non, en je plus, le ça. sais tellement pas. Puis je pense que c'est moi aussi, tu sais, j'aspire beaucoup à ça. Puis, tu sais, le coffre, juste là, rempli de jouets. Ah, c'est ça, t'es vraiment caché. Mais c'est ça, je pense que j'aspire beaucoup à ça. Puis je trouve ça tellement difficile concrètement à l'appliquer dans le quotidien. Je regarde tout ce que j'ai là, de trucs, que, mettons, si on regarde juste dans la parentalité à mes enfants, là, les jouets, les vêtements, j'ai peut-être acheté 2% de tout ce que j'ai. Je reçois ma famille et je suis tellement reconnaissante. Tu sais, pour moi, c'est comme une forme d'abondance, tu sais, de les grands-parents, tu sais, qui nous gâtent, une belle-mère qui travaille, qui fait du bénévolat dans un Renaissance, elle nous amène des jouets, des livres, j'ai pratiquement rien acheté. Et des fois, je regarde à la maison, puis je suis comme, Ça te donne comment le est-ce qu'en vertige. 3 ans, on est passé de 0 jouet à on n'a pas d'enfants à on a tout ça maintenant qui nous appartient. Et c'est très, oui, c'est overwhelming par moment. Donc, j'imagine, c'est ça que on ne sait pas par où commencer des fois. Fait que d'avoir quelqu'un qu'on peut, hey, viens chez nous. Puis je sais pas si c'est ça ton service, Oui, mais tu m'en oui, parleras un oui, peu plus. Mais oui. viens chez nous, puis par où je commence? Viens m'aider à comme épurer parce que là, faut commencer à quelque part, j'en peux plus. Oui, puis, tu sais, avant de tomber dans le vif du sujet, tu m'as demandé c'est pourquoi l'octobre. Oui. Puis je pense que c'est tellement important, ça va donner le ton à l'épisode parce que je cherchais un nom, tu sais, puis j'étais pas inspirée, j'étais trop dans ma tête, là. Minimalisme en famille, tu sais, des affaires vraiment très classiques. Et j'ai ouvert un livre par intuition, un livre Waldorf, justement, puis je suis tombée sur le poème L'Octobre, qui parle de la crise d'octobre. Et en fait, dans l'histoire, avant qu'ils changent le calendrier, octo, c'était le 8e mois. Et quand ils ont changé le calendrier, ils n'ont pas voulu changer son nom parce qu'il était trop... C'était plein d'abondance, de la sérénité, la terre qui redonnait, évidemment. C'était comme super apaisant, en fait, ce moment de l'année-là. Ouais. On lâche... En 2025, on lâche les terrasses, on lâche les amis, on revient un cocooning, un petit chai à la citrouille, là. Les Ça couleurs. les couleurs, ça nous fait rêver, l'octobre. On revient vraiment à l'essentiel beaucoup plus. C'est vrai. On revient dans notre petit cocon. Et c'est la crise d'octobre aussi. C'est un peuple qui s'est levé. Et un slogan, là, je suis pas dans la politique, là, mais le slogan pour l'octobre, c'est pour une douce révolution vers une douce révolution vers un retour à l'essentiel, pardon. J'ai quand même bugué dans le milieu de ma phrase. Donc, une douce révolution, parce que je veux pas être dans la confrontation, mais vers un retour à l'essentiel, parce qu'on a oublié ce que c'était. Vraiment. Et en fait, je te le disais tout à l'heure, mais mes 2 garçons, les 2 sont nés en octobre. C'est fou. Donc, c'était pour moi tellement plein et riche comme mot. Et en devenant justement maman et en accompagnant les familles, mais rapidement, je me suis rendu compte que cette souveraineté-là qu'on pouvait reprendre, qu'on pouvait nourrir, parce qu'on l'a pas perdue, elle est encore en dedans. Encore là, ouais. Il faut juste la nourrir. Ben, ça commence dès la naissance. Tu sais, t'as donné naissance dans toute ta puissance. Là, je le vois, je passais ton récit, tes photos, puis j'en ai des frissons chaque fois, tellement elles sont belles, là. Mais t'as donné naissance dans toute ta puissance. Et ça a fait que toi, ben pas juste toi, mais il y a plein de femmes, moi-même aussi, là, je l'ai vécu personnellement, mais on a compris qu'on pouvait mettre nos limites, qu'on pouvait avoir confiance en notre corps. Et juste d'être capable de... Si on a à repousser certaines interventions, si on a juste à repenser, même si on accepte l'intervention, mais qu'on y repense, qu'on a fait un choix éclairé, qu'on a pesé le pour, le contre, que c'est notre décision, ben, on a quand même
analyser la perspective qu'on pouvait ne pas en fait, ne pas la prendre, cette Ouais. intervention-là, ne pas la poser, cette Ouais, intervention-là. on pouvait refuser, ouais. Ouais, on a le droit de faire différemment. Et ça fait qu'après, quand on devient parent, on se rend compte qu'il y a d'autres voies, qu'il y a d'autres possibilités, puis qu'on a le droit de dire non aussi. Ah, je trouve ça beau que tu l'apportes comme Ouais. ça parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans le monde des naissances, les douleurs. Puis que c'est ça de reprendre son pouvoir pendant la naissance, mais que quand tu as une expérience comme ça, de pas juste le garder, ce mindset-là, tu sais, de connecter à ton intuition, ton corps de femme pour donner la vie, puis de faire, OK, maintenant que j'ai touché à ça, comment est-ce que je peux l'apporter avec moi tout au long de ma parentalité? Oui. Puis on dirait, je l'avais jamais vu comme ça, mais que c'est pas juste... toute cette philosophie-là, c'est pas juste pour l'accouchement, mais si tu gardes, tu maintiens cette force-là et tout au long de ta parentalité, de l'évolution de tes enfants, puis tu dis, je peux toujours repenser mes choix, je peux toujours décider de faire différemment, je peux toujours revenir à l'intérieur de moi, à l'essentiel. Je trouve ça beau que Se connecter à l'intuition. Ouais, une continuité. Oui, puis malheureusement, on va se le dire, là, les gens qui vont écouter, la grande majorité, n'auront peut-être pas vécu ça comme ça. Ouais. Je crois qu'on est... On a fait nos choix, mais Ouais. moi, je trouve que j'ai été chanceuse d'avoir cet éveil-là, de dire je veux reprendre nourrir mon pouvoir lors des naissances. Mais la majorité des femmes qui vont écouter, peut-être qu'elles ne l'ont pas vécu comme ça. C'est correct, hein? Elles avaient vraiment leurs choses à vivre, puis chacun fait ses choix. Mais là, elles vont peut-être se dire, OK, ben moi, je la reprends quand, ma souveraineté? Je la nourris quand, cette souveraineté-là? Je suis déjà maman depuis 3 ans, 4 ans. Je fais comment maintenant? Il n'y a pas de mauvais moment. Jamais. Ouais, maintenant. Maintenant. Ouais, maintenant. Maintenant. Puis de sortir, de commencer. Souvent, les gens vont commencer par le matériel parce que c'est concret. Ouais. Et c'est pas juste prendre le matériel, le sortir de ta maison. C'est tellement un gros travail intérieur. Si tu me parlais tantôt d'abondance, tu vois ça comme de l'abondance, que les gens viennent te donner des choses, puis c'est parfait que tu le vois comme ça. Mais j'entends de l'autre côté que tu trouves ça un peu... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a beaucoup d'affaires. C'est ça. Puis ça vient ajouter une certaine charge dans ton quotidien. Ouais. Puis cette charge-là, dans la balance, est-ce qu'elle vient peser plus que l'abondance? Probablement, oui. Ouais. Parce qu'il y a d'autres manières, en fait, de vivre l'abondance dans notre vie que d'avoir du matériel. Ça me parle tellement. Oui. Puis quand tu parlais de l'octobre, je voulais faire une petite parenthèse que je trouve ça beau que tu sois sorti de ta tête pour vraiment te connecter à un nom qui fait du sens pour toi et donc de tout ce qu'on a parlé. Et je pense que justement, tu sais, on peut tellement des fois être comme les gens vont-tu comprendre ou comme ça a-tu un sens, ça n'a pas rapport vraiment avec comme qu'est-ce que je fais, puis mais ça a un sens pour toi. Ouais. Puis toi, le fait que tu t'accroches à ce sens-là, ça l'apporte tellement de sens encore à ce que tu fais, tu sais. Fait que tu peux toujours revenir t'accrocher à ça. J'ai trouvé ça beau de pas se overcomplicate. C'est comme, on va revenir à qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Et donc, dans toute ma parentalité, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? De revenir à cette phrase clé-là, on dirait que tu parlais, puis c'était ça qui me revenait en tête. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui a vraiment un gros meaning à l'intérieur de moi? Puis de juste revenir à ça, puis de partir de là pour, après ça, passer à l'action puis faire des choix, tu sais. Oui. Puis c'est ça, je l'ai dit tantôt, mais je trouve que nos missions sont très, très complémentaires. Puis l'autre jour, tu sais, on se parlait à la fin de ton atelier, justement, puis j'ai dit, je trouve que ton approche est très dans le concret, justement. Puis des fois, la parentalité consciente, et c'est drôle parce que quand tu parlais du livre que tu as découvert, puis c'était comme un autre monde s'ouvrait à toi. Moi, c'est ce feeling-là quand j'ai découvert Dr. Shefali, que je me suis mis à lire sur le conscious parenting, puis j'étais comme... Depuis, je te dis, j'avais 13 ans, je travaillais en garderie et j'étais comme, j'avais 13 ans, là. Je suis pas maman, je suis un enfant limite, là. Je suis une petite fille, puis je suis comme, mais semble qu'il y a de quoi, dans mon cœur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les parents, pourquoi sont stressés comme ça? Ils vont porter les enfants à 8 heures, ils vont les chercher à 5 heures. Moi, je vois les enfants qui pleurent, qui s'ennuient, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Il
il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais c'est quoi? Puis j'ai grandi avec ça toute mon adolescence, que j'ai été nounou, j'ai toujours travaillé avec les enfants parce que pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Tu sais, c'est nos plus grands enseignants. J'ai toujours été très attirée vers le secret, les secrets que détiennent les enfants. Mais qu'est-ce qu'à plus haut niveau ne fonctionne pas? Puis pour moi, même feeling quand j'ai rencontré Dr. Shefali puis j'ai découvert cet univers-là, tu sais, du conscious parenting qui est comme... Il y a enfin des mots C'est ça. et une théorie, tu sais, Oui, et la il y a un science... mouvement mondial. Il y a un mouvement mondial. J'ai des frissons comme... Ça l'explique enfin tout ce que j'ai ressenti toute ma vie, puis que j'étais pas capable de nommer, que j'étais pas capable d'expliquer. Et là, comme il y a quelque chose qui existe pour expliquer ce que je ressens, ce que j'ai toujours pensé vrai dans mon cœur. Puis je trouve que nos deux approches, parfois, les parents dans la parentalité consciente, c'est très, tu sais, travailler avec l'enfant intérieur, revenir à l'intérieur de soi, ton énergie, tu sais, c'est l'énergie avec laquelle tu arrives dans la pièce va impacter l'énergie de tes enfants. Donc, viens porter focus sur toi. Mais ça peut être très, très, très abstrait pour beaucoup de parents, de comme, OK, l'énergie, c'est invisible, mon enfant intérieur, je suis plus un enfant. C'est comme, ça peut être très abstrait. Oui. Mais je trouve que de passer par tes enseignements à toi pour que ce soit plus concret, je trouve que, OK, commençons par justement épurer ta maison, enlever des jouets, revenir, épurer ton temps, ton agenda, revenir à quelque chose de plus, OK, on va y aller comme on paper, comme on va travailler dans notre horaire, dans notre quotidien. Comment est-ce qu'on peut épurer? Et cette place-là qu'on fait avec la parentalité minimaliste nous pas accélère le processus, mais nous amène après... on a plus de facilité d'aller à l'intérieur de soi pour être dans une démarche, dans la démarche de la parentalité consciente, parce qu'on a fait l'espace dans notre quotidien. Ben, c'est de baisser le bruit, en fait, autour de nous. Pas juste physiquement, littéralement, là, mais dans notre tête, baisser le bruit dans notre vie. Ouais. Puis là, après ça, on entend mieux. Là, allez pas faire des tests d'audition, là, je parle vraiment imagé, là, mais c'est vraiment, après, on dirait qu'on est capable d'entendre plus de ce qui se passe, d'être plus capable de faire « Oh, OK, attends, il y a quelque chose qui manque, là. » Parce qu'on a été capable de faire de l'espace pour que ça monte. Ouais. Et je trouve ça vraiment chouette, en fait, qu'on se rend compte que toi, tu m'amènes ça à me dire « Hey, c'est vraiment complémentaire. » Parce que souvent, les gens, quand ils vont me voir aller sur les réseaux sociaux, vont penser que je fais de la parentalité consciente. Puis j'ai été full transparente avec toi. Là. J'ai dit non, j'ai beaucoup à apprendre. On devrait s'échanger les services. Oui. Parce que je suis pas dans cette... Oui, c'est hyper aligné. Ouais. Oui, c'est complémentaire, mais je ne suis pas une professionnelle de la parentalité consciente. Ouais. Je suis dans, justement, plus le concret de la structure familiale qui nous permet, après, de plus s'investir dans ces bobos-là, de mieux les travailler. Puis, Parce qu'il faut faire l'espace pour ça. Mais des fois, comment je fais l'espace à l'intérieur de moi? Ben, commence par à l'extérieur de toi, dans ta maison, puis après, tu vas être capable d'aller à l'intérieur de toi. Oui. Tu sais, si tu te déposes dans une pièce, puis qu'il y a tellement de matériel autour, ou que tu es assise avec ton enfant, puis que là, la seule chose que tu vois, c'est « Hey, il faut que j'aille faire la vaisselle, il y a bien trop de vaisselle. Hey, là, le linge est à plier. Hey, là, la balayeuse, ça n'a pas de bon sens. Là, il y a des jouets partout, ça n'a pas d'allure. Là, cette couleur de mur-là, ça m'énerve. » Peut-être que tes petites voix à l'intérieur, inconsciemment ou consciemment, là, parce que moi, j'étais très consciente, mais ça parle tout le temps. C'est hyper énergivore, c'est hyper difficile de se déposer, d'être pleinement consciente de ce qui se passe à l'intérieur, d'être capable de bien intervenir auprès de tes enfants quand tout ce qui tourne autour de toi t'irrite, puis stimule ton système nerveux. Et encore 2, 3, 4 fois plus ton enfant aussi, parce que lui, il n'a pas cette maturité-là. Tu sais, on parlait du lobe frontal là, dans la conférence, mais c'est un des éléments. Mais le lobe frontal qui permet d'apaiser, de gérer les émotions, il n'est pas développé. Fait, imagine tout ce qui a trait à la surstimulation ou la stimulation autour d'eux. C'est ça, c'est pas juste nous, c'est nos enfants aussi. Oui. Exact. Ça impacte nos enfants aussi. Ben c'est ça, on vient de parler beaucoup de la parentalité minimaliste, mais pour les gens
qui ont jamais entendu ça, comment est-ce que tu définirais, comment est-ce que tu expliquerais, tu sais, à quelqu'un qui était intéressé à cette philosophie-là de la parentalité minimaliste, comment tu l'expliquerais? Et si tu veux aussi expliquer brièvement les fondements, tu sais, les 4 piliers de la parentalité minimaliste, j'aimerais ça qu'on explore justement pour donner des petites pistes à ceux qui nous écoutent de OK, je commence par où, tu sais, puis sur quoi je peux me fier, me baser pour essayer de tendre peut-être un peu plus vers ça dans ma vie? Avant de commencer à expliquer ça, je pense que c'est important de... Juste une petite note sur le minimalisme en tant que tel. Parce qu'il y a des gens à qui ce mot-là, je ne sais pas si tu vas l'avoir dans ton titre, mais juste ce mot-là peut faire peur. Ouais. Ils peuvent voir déjà là, des comptes Instagram, tout est en beige, il n'y a aucune décoration, il y a un vase dans la pièce, puis les enfants sont habillés en beige et en lin. Là, ça peut être ça. Ouais. Mais ce n'est pas que ça, le minimalisme. Tu peux avoir tes propres couleurs, tes couleurs intérieures là, qui sont affichées. Tu peux... En fait, c'est mon minimalisme, ton minimalisme, celui de ton voisin, celui de ta mère, celui de tout le monde, en fait, il est différent. Parce qu'on n'a pas la même conception de ce mot-là. Tu sais, on dirait que tu parlais de blanc, de lin, des enfants tout habillés en blanc, la maison blanche, il n'y a pas de jouets partout. Moi, minimaliste, je pense plus à comme le voyageur qui a son backpack, puis ça, c'est sa maison. Puis il est comme moi, tout ce que je possède, c'est dans mon sac. Puis je suis comme, oh mon Dieu, je serais jamais capable de tout faire rentrer. C'est ça, c'est extrême, là. Oui. C'est vraiment extrême. Mais ça peut être ça aussi, exactement. Mais minimalisme, tu peux quand même avoir plus de matériel. Tu peux avoir une bibliothèque de livres pleine, mais que le reste de ta maison est quand même plus épuré. Oui, on a quand même un travail d'épuration. Ça, c'est sûr. Mais reste que le minimalisme en tant que tel, c'est que chaque objet que tu possèdes a une utilité ou t'amène vraiment de la joie. Et souvent, l'exemple typique que je vais nommer, c'est on peut avoir des boîtes dans nos garde-robes avec plein de beaux souvenirs, mais si ce sont des boîtes que tu n'ouvres jamais dans ta vie, mais ça, c'est un fardeau dans ton garde-robe, en fait. Là. Ça ne nourrit pas les souvenirs. Donc, si tu veux avoir des éléments de souvenirs, tu les gardes, ils sont bien choisis, mais tu peux en afficher aussi. Accroche-les sur tes murs. Ça t'amène des beaux souvenirs, des belles émotions. Utilise-les dans ta vie quotidienne. Donc, c'est pas un concours. C'est hyper important pour moi de le nommer. Et c'est aussi important de respecter le grain. Et ça, je suis désolée s'il y en a qui ont déjà écouté des conférences ou des podcasts sur lesquels je suis déjà allée, mais je le dis à chaque fois, parce que c'est extrêmement important, avant qu'on commence à parler des fondements, que les gens comprennent que c'est important de respecter le grain. Et le grain. Qu'est-ce que c'est le grain? Si tu as déjà travaillé la pierre ou le bois, tu sais que tu ne peux pas faire à ta tête. Hein? Tu dois respecter le grain du bois ou le grain de la pierre, sinon ça va juste casser. Okay. Donc, c'est important de respecter le grain de chaque membre de ta famille, chacun de tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, même tes parents, s'ils sont très, très présents et proches dans votre quotidien. C'est important d'aller considérer le grain de chaque personne et d'être capable, malgré qu'on a des valeurs très fondées, d'être capable des fois de contourner le grain. Je donne un exemple peut-être plus concret pour expliquer. J'ai un de mes enfants, mon plus vieux, qui adore tout ce qui est super-héros. Il trippe vraiment là, depuis tout petit, puis il n'a jamais écouté d'émissions ou quoi que ce soit nécessairement, mais à la garderie, à ce moment-là, il y allait, il aimait beaucoup, beaucoup ça. Il est attiré vers ça. Ça l'attire énormément, mais c'est pas aligné à nos valeurs à la maison. C'est pas ce qu'on souhaite avoir comme jouet, c'est pas ce qu'on souhaite nécessairement, parce qu'il y a peut-être de la violence un peu associée à ces films-là, à ces vidéos-là. Et on voulait pas nourrir ça nécessairement, sauf que ça fait vraiment partie de son grain. Et à un moment donné, quand il me demandait toujours des jouets, puis ça, c'était non. Ça, c'était ma limite. On a fait un petit bonhomme de bois à l'effigie d'un personnage. Là, ça allait. C'était comme un petit compromis. Mais c'était son anniversaire. Il avait besoin d'un nouveau pyjama. Il avait réellement besoin. C'était un besoin. Et il m'avait demandé un pyjama de super-héros. Je suis comme, bon, ça, c'est quand même une belle manière de respecter le grain. Donc, j'ai demandé à une de ses tantes, est-ce que tu peux lui offrir un pyjama de Spider-Man ou je sais plus qui, là. Donc, ça fait que j'ai quand même respecté mes besoins, mes valeurs. Je suis restée la guide là, dans la famille, si on veut, à nourrir ces valeurs-là, ces fondements-là, mais j'ai respecté son grain.
Si tu écoutes la conférence, puis que tu arrives à la maison, puis tu dis à ton chum, en plus, ça, c'est les séries du hockey, au moment où on enregistre. Ouais. Tu dis là, c'est terminé la télé, là, on sort ça de la maison, là. Puis ton chum, lui, est religieusement en train d'écouter le hockey à tous les soirs. Hé, ça se peut que ça casse, là. Ça se peut que ça casse, le grain. Ouais. Donc, c'est quand même de respecter le grain, de pas juste tout prendre. Puis on se donnait même un autre exemple personnellement, toi et moi, mais c'est de pas tout prendre, de pas tout entendre dans le podcast, puis de dire, OK, là, je m'en vais chercher le livre, puis je mets tout en application demain matin. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quel est le grain de chaque individu dans ma famille? Respecter le grain de chacun, puis ce grain-là peut devenir plus flexible à un moment donné aussi, mais il y a une certaine transition, surtout si vous avez des enfants plus vieux. Puis j'entends aussi que le minimalisme, tu sais, ou la parentalité en simplicité, c'est une valeur, c'est un fondement, comme tu dis. Ouais. Je suis restée la guerrière un peu de cette valeur-là, donc je dois me respecter. C'est une valeur familiale que je veux transmettre à mes enfants, qui pour nous est vraiment importante, et je vois les impacts que ça a positivement dans notre famille, tu sais. Ouais. Mais que justement, après, donc je reste solide dans cette valeur-là, et après, je peux commencer à respecter le grain de chaque personne. Puis on dirait que moi, tu vois, c'est comme si c'est pas dans mes... Encore, j'aimerais ça que ça soit dans une valeur fondement. C'est pas encore ça, mais justement, je respecte le grain de tout le monde. Puis c'est comme, ma fille, elle aime full ça. Là, je vais lui faire plaisir. Ben oui, on va dire oui. Oui. Ben oui. Là, moi, je suis comme, oui, tout le monde me donne plein d'affaires. Mais là, finalement, OK, là, attends, j'ai ben trop d'affaires. Mais c'est parce que j'ai pas pris le temps de venir dire quelles sont mes valeurs. Exactement. Tu sais, moi, j'en parle tout le temps avec mes clientes pour établir des limites saines dans notre famille avec nos enfants. Il faut que tu ailles voir c'est quoi tes valeurs fondamentales. Puis, tu vois, je tends à aller plus vers un style de vie minimaliste, mais je l'ai pas mis consciemment dans mes valeurs familiales. Donc, après ça, c'est sûr qu'il y a mes interventions, puis d'être capable de me respecter, puis de m'écouter, puis est-ce que ça fait du sens pour moi de dire oui à cet objet-là qui rentre dans ma maison si j'ai pas pris le temps de venir me poser la question, puis de dire, OK, dans mes valeurs familiales, être minimaliste, c'est important, tu sais, puis d'avoir une maison épurée, c'est important. Donc, je vais répondre consciemment, tu sais, à cet objet-là. Est-ce que je le veux ou je le veux pas? Donc, je trouve ça intéressant de le voir que, OK, numéro 1, tu sais, est-ce que c'est dans nos valeurs familiales? Oui. Numéro 2, là, je respecte le grain de chaque personne. Puis, tu sais, pour ma part, je trouve ça difficile justement parce que, tu sais, mon chum, c'est un collectionneur. Il aime les affaires, les boîtes de machines, puis, fait que je respecte son grain, mais moi, je me roule les yeux des fois, puis je suis comme, tabarnouche, il y en a des affaires, hein. La pièce juste à côté, quand il me dit qu'il allait peinturer les murs en noir, tu sais, parce que ça fait très studio YouTube, les murs en noir, j'étais comme... Tu vas peinturer les murs en noir. J'étais comme... Pour moi, ça faisait aucun sens, mais c'est comme, OK, il faut que je le respecte aussi dans ça, tu sais. Oui. Mais je trouve ça beau, justement, la nuance que tu apportes, que du jour au lendemain, il change pas ta vie au grand complet, là, parce qu'il y a du monde qui vont peut-être être pas d'accord puis virer fou avec ça, tu sais. Exact. Puis, tu sais, on parlait, il y avait 4 piliers, mais la base de ces 4 piliers-là, c'est justement les valeurs familiales. Et souvent, quand je demande ça aux gens que j'accompagne, c'est quoi vos valeurs familiales? Puis, je sais pas pour toi, là, mais la famille, les amis, la santé. Tu sais, c'est des grandes lignes, parce qu'on s'est fait dire ça, on dirait, toute notre vie, que c'était des belles valeurs. Mais d'aller plus en profondeur, de prendre le temps de faire garder, à la limite, les enfants pendant une soirée ou même une fin de semaine, parce que c'est une grosse discussion à avoir, de vraiment s'asseoir et dire, OK, on est qui, nous, en tant que couple, puis qu'est-ce qu'on veut pour notre famille? S'il n'y a pas de couple, ben ça peut être juste avec nous-mêmes, là, en tant que mère ou père solo-parental. Donc, de prendre le temps de mettre sur papier ou de discuter en profondeur de c'est quoi nos valeurs pour l'alimentation. Qu'est-ce qu'on veut exactement comme alimentation, comme type d'alimentation? Est-ce qu'on veut réduire les toxines environnementales? Est-ce que c'est important pour nous, ça? La famille, oui, mais on nourrit quoi? On peut pas nourrir l'ensemble de notre famille si vous avez une grande famille. Famille élargie. Les amis, OK, oui, on veut mettre les amis au centre de notre vie, mais à quel prix? Parce qu'à un moment donné, nourrir toujours l'amitié, c'est bon, mais quand ça devient une surcharge puis que t'arrives plus à avoir de temps,
juste avec tes enfants, ou que ça te demande plus d'énergie que ce que tu en reçois, ou que ça t'en redonne quand tu es avec eux. Mais c'est quand même de nourrir cette réflexion-là, en fait. D'aller dans chacune, l'éducation, l'école, est-ce qu'on veut l'école, est-ce qu'on veut pas l'école, est-ce qu'on veut une école alternative, quel type d'alternative, parce que c'est pas juste toutes les mêmes écoles. Il y a tellement de questions à se poser. Il y a beaucoup de questions à se poser, puis c'est de voir, OK, c'est quoi les grandes valeurs, puis ces discussions-là, il faut les avoir plus qu'une fois dans notre vie. Ouais. Et ça change aussi. Ça change, ça évolue, puis il faut pas être rigide. Mais il faut quand même se poser ces questions-là en profondeur. S'asseoir et prendre le temps. Parce qu'après, nos 4 piliers qu'on vient déposer sont beaucoup plus solides. Puis quand ils viennent chambranlant un peu, quand nos valeurs familiales sont là, on sait que, OK, c'est temporaire. On sait que nos valeurs sont solides, notre fondation, elle est solide. Ouais. Et donc, nos piliers vont pouvoir devenir un peu plus droits, ou peut-être qu'ils vont avoir été rénovés un peu. Hein? C'est ça, mais je trouve ça beau, la flexibilité, tu sais, avec laquelle on peut venir jouer dans ces 4 piliers. Et, peux-tu nous les nommer, les 4 piliers? Premier pilier, c'est l'environnement. Donc, l'environnement matériel et sensoriel. Ça prend de l'espace pour bouger. On a des fois des petites maisons ou des grandes maisons, mais tellement pleines qu'il n'y a pas d'espace pour bouger. Ouais. Et pour un enfant, c'est essentiel, en fait, d'avoir cet espace-là qui amène la créativité, qui amène à vraiment s'ancrer dans son jeu, à digérer, en fait, tout le quotidien. Le côté sensoriel vient vraiment stimuler beaucoup vient stimuler facilement, en fait, quand il y a beaucoup de choses, quand il y a des fragrances, quand il y a trop de lumière, quand il y a trop de bruit. Et nous, il y avait toujours la musique, là. J'étudiais en musique, moi, dans la vie. Mes enfants vont écouter de la musique. Papa, nous aussi, les deux à la maison, mon chum, il est mélomane. Toujours de la musique, toujours de la musique. Moi aussi, j'ai dansé toute ma vie. J'adore la musique. Fait qu'il y a souvent de la musique. Mais ça aussi, des fois, c'est bon des fois, mon chum, c'est automatique, il va mettre de la musique. Je dis, est-ce que c'est parce que t'es inconfortable dans le silence? Exact, Fait que, tu sais, c'est bon de venir comme penser à toutes ces choses-là puis de dire, OK, ouais, qu'est-ce qui est très, très, très présent chez nous, tu sais, puis qui, des fois, on pourrait faire, hey, tu sais quoi, là, on va souper sans musique. Oui. Tu sais. Parce que ça ouvre plus à la discussion, des fois. On a moins, justement, l'esprit occupé à gérer ce son-là. Puis les enfants, on se rappelle, c'est encore plus sensible. Ouais. Donc, voilà, il y a matériel et sensoriel que j'inclus dans le même pilier. Ouais. Deuxième pilier, c'est le rythme. On connaît bien la routine, mais en fait, dans un rythme, il y a plusieurs routines. Par exemple, la routine du matin. La routine, c'est vraiment les éléments, je veux dire, obligatoires. Là. C'est se brosser les dents, manger, s'habiller. Donc ça, c'est vraiment la routine fixe. Donc, la routine du matin, la routine de la sieste, la routine du retour à la garderie, la routine du dodo, la routine du samedi soir parce qu'on a toujours un cours de piano, par exemple. Donc, il y a comme tout plein de routines qui viennent ensemble former le rythme. Et au travers de ce rythme-là et de ces routines-là, on peut aller déposer des rituels qui sont des ancrages hyper simples. Alors, l'exemple que je donne toujours, qui parle beaucoup, pour nous, au souper, il y a toujours une chandelle d'allumée. La chandelle, oui. Oui, et pas n'importe quelle chandelle. On fait attention aux fragrances, on revient au pilier numéro 1. Mais quand même, d'avoir une chandelle qui est allumée, c'est un pilier sur lequel mes enfants, c'est un détail, là. Ouais. Mais ils peuvent compter sur ça jour après jour. Wow. Et c'est pas prenant pour moi. Puis si c'est pas allumé, je te confirme que je me le fais dire. Ouais, ils sont tellement habitués à ça que maintenant, c'est... C'est apaisant. Wow. C'est apaisant. Ouais. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on peut tellement aller mettre notre couleur familiale, notre couleur personnelle dans ces rituels-là et de nourrir aussi des rituels de couple. Exemple, tous les vendredis soirs, on couche les enfants et on se fait un souper plus tard, ensemble, de rentrer ça dans notre rituel, dans notre rythme. Donc, c'est de penser à ça aussi. Ouais. Puis, troisième pilier, l'emploi du temps. De réduire l'emploi du temps le plus qu'on peut. Oui, là, il y en a plein qui vont me dire, oui, mais j'ai pas le choix, surtout en ce moment, ça éclate, là, mais j'ai pas le choix de travailler. Mon chum n'a pas le choix de travailler. On a toujours le choix. T'as toujours le choix. Ouais, t'as toujours le choix, mais quand même, ça peut être très difficile de faire ces choix-là. Vraiment. Mais quand même, ce que tu peux faire, c'est de désencombrer le temps le soir, les fins de semaine. Est-ce que tu peux réduire ton horaire? Le jour où on s'est assis, moi, j'étais à temps plein avant. Là, on a complètement changé de mode de vie. Là. Mais
j'étais directrice d'un département, je faisais des fois 60 heures par semaine. Là. Maintenant, on est loin de là. Wow. Mais les deux, quand on s'est assis, on a juste fait « Hey, si toi, tu commences un peu plus tard, que tu finis plus tard, mais moi, je commence plus tôt, puis on gagne comme 1 heure le matin avec les enfants. La routine, elle prenait pas plus de temps parce que les rituels et le rythme venaient nous aider. On gagne beaucoup de temps, en fait, en mettant ça en place. On avait comme 1 heure pour aller jouer dehors avant d'aller à la garderie. C'est fou, là? Ouais, des fois, c'est des micro-changements qui viennent apporter tellement de cadeaux, tu sais, dans notre vie. Ouais. Puis de pas avoir peur de laisser les enfants s'ennuyer. C'est un immense cadeau qu'on peut leur faire. Vraiment. Ouais. Ils en ont besoin de ce temps libre-là, ce jeu libre-là, pour venir justement digérer le quotidien, pour venir mettre en pratique certains apprentissages, venir développer des intérêts, bouger, juste courir partout, puis pas avoir de structure. Ça peut être extrêmement inconfortable au départ, puis même encore, mes enfants sont habitués, des fois, ça l'est encore. Mais consciemment, je me force à ne pas les divertir, puis proposer 45 millions d'activités, puis de sortir au parc, sortir si... Non, d'essayer consciemment, des fois, de les laisser s'ennuyer quelques minutes, puis des fois, ça peut être une chicane, puis il y a une grosse créativité qui en ressort, là. Puis je trouve ça le fun que tu dises ça, parce que je trouve que on entend tellement à quel point la routine, c'est important, l'encadrement, c'est important, tu sais, de faire des jeux pour stimuler telle chose chez notre enfant, c'est important. Puis ici, moi, c'est un de mes défis d'avoir une structure, parce que je suis tellement dans le jeu libre, je suis tellement dans... Moi puis mon chum, les deux, on est un peu des rêveurs. Tu sais, les deux, on travailleurs autonomes, parce que notre liberté est tellement importante. Mais des fois, je nous compare à d'autres familles, puis je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que... Des fois, je me dis, est-ce que je suis en train de passer à côté, tu sais, de quelque chose de tellement important, de mes enfants ont pas de routine, mes enfants ont pas de structure, mes enfants... Puis tu sais, ils en ont une quotidiennement le matin, au dodo, les routines dans notre maison, mais routine... par hebdomadaire, là, à chaque, tu sais, on n'a pas un lundi de pareil, on n'a pas un mardi de pareil, on n'a pas... Fait que est-ce que, des fois, je trouve ça pesant, tu sais, de voir de l'extérieur ces familles-là qui sont rodées, là. Moi, j'ai vu mes voisins, tu sais, qui, à 7h30, sont dans l'auto, ils sont prêts pour la garderie. Nous, comme il est 9h, on est en train de manger ensemble, on va aller marcher jusqu'à la garderie à 9h30, 10h, mon chum, il revient. Puis comme... c'est plein de micro-choix qu'on fait, tu sais, qui impactent tellement notre quotidien, puis que oui, des fois, je suis comme, hey, des fois, c'est peut-être que ça ferait du bien d'avoir plus une routine, mais je trouve que c'est le fun d'en parler que, OK, non, mais déconstruisons un peu en parentalité consciente, on dit « ruled by the agenda ». On est les victimes de notre propre horaire. Exact. Comment est-ce qu'on peut créer notre propre horaire, créer notre propre vie, et pas « Ah, là, il faut que je fasse ça parce que je suis obligée ». Mais c'est qui l'a écrit dans ton horaire? C'est qui les a cédulés, les 150 rendez-vous, puis les 3 cours par semaine le soir, c'est toi, tu sais. Fait c'est tous des choix, mais des fois de venir... Où est-ce que je me situe, tu sais, moi, dans où je sais que c'est important, la routine, la structure pour mes enfants, mais je sais aussi que c'est extrêmement important d'avoir ces temps morts-là, ce jeu libre-là, puis je pense que c'est ça, c'est comme un nouveau mouvement, tu sais, puis on en parle de plus en plus. Puis des fois, ben, je trouve qu'on peut se perdre, tu sais, en tant que parent dans Vraiment. Toutes ces façons de faire, tu sais, puis ce qu'on entend, puis... C'est pas une recette toute faite, là. C'est pas... on a un quotidien qui se ressemble quand même, là, je crois, toi et moi, mais tu sais, des gens qui me disent « Moi, je veux travailler. C'est correct. C'est correct, mais si ça peut être fait, il y a des micro-changements qui peuvent être faits. Est-ce qu'on peut... Oui, continuer à travailler, mais peut-être un peu moins pour éviter d'être dans le vite, tout le temps. OK, est-ce qu'on peut faire ça premièrement? Est-ce qu'on peut peut-être aussi s'enlever une pression? Parce que souvent, les cours, après la journée, le cours de piano, cours de gym, cours de natation, cours de ci, c'est souvent une pression de performance de notre génération. On a été nourris là-dedans. Là. Vraiment. On a peur que nos enfants passent à côté de quelque chose. Il y a un talent en danse. Go! Cours de danse. Cours de dessin parce qu'il est bon en dessin. Qu'est-ce qui va arriver si mon enfant n'a pas de talent? Genre? On est comme... c'est ça, il faut que je nourrisse son talent parce que je vais être qui, moi? Et il faut qu'il devienne un génie, là. J'exagère, là, mais... Ça nourrit notre ego parental. Ça nourrit notre ego, mais ça nourrit notre anxiété parentale aussi. On a peur qu'il soit moins bon que celui
que l'autre enfant dans sa classe, tu sais. On a peur On de veut qu'ils se l'ennui, démarquent. on a peur de s'arrêter. Ouais. Exact. Ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de bruit dans notre tête quand on s'arrête. On en parlait tantôt. Ouais. Puis, en fait, l'enfant, c'est ça, c'est un cadeau qu'on peut lui faire. Puis, évidemment, l'enfant grandit. On parle pas d'un enfant de 9 ans qui dit « Maman, je veux vraiment jouer au basket, là. C'est ma passion, je veux vraiment jouer au basket. » OK, est-ce qu'on peut placer ça? T'sais, on va y réfléchir. Est-ce qu'on peut placer ça dans notre horaire familial? Oui. Est-ce que ça a un impact sur l'ensemble de notre famille aussi? Ouais. Je pense, par exemple, au hockey, pour ne pas le nommer, mais que l'ensemble de la famille est... Il y a un impact sur toute la famille parce que ça prend toutes les fins de semaine, Ouais. ça prend tous les tournois, etc. pendant tout l'hiver, le début du printemps. Est-ce que c'est un choix qu'on fait en famille? Ça nous nourrit tout le monde, puis on passe des super beaux moments, puis on aime ça parce que ça nous fait voir le Québec. Parfait! C'est super! Vous avez du fun, vous nourrissez ça, vous n'êtes pas stressé parce que vous êtes dans la joie. C'est correct! Moi, tu m'amènes au hockey avec mes enfants, tu m'imposes ça dans mon horaire, je vais être complètement folle. Donc, mon fils, qui voulait jouer au hockey, j'ai respecté son grain. Le vendredi après-midi, il y a un petit game de hockey bottine au village, à Waterville, avec son mentor de la tribu. Puis là, ben, c'est tous des amis. Il n'y a aucune pression. Il y a des parents qui vont jouer. C'est le fun. Les filles en arrière, les femmes en arrière, on a des jeux de tarot avec une petite tisane. Puis on jase de nos semaines. The dream! Ben, c'est ça. Ouais. Ça m'amène pas de la lourdeur. Ça m'amène de la joie à moi. Ça me nourrit. Puis ça nourrit mon enfant qui triple. Ouais. Puis qui peut jouer au hockey. C'est ça, game de hockey. Pas besoin d'être sur une glace puis d'avoir tout le gros tournoi pour nourrir cette envie-là. Ouais. Donc, c'est des choix de pas toujours faire hey, toutes les autres, ils jouent au hockey. Moi aussi, mon fils. Ouais, tu m'as demandé de jouer au hockey, mais oui, c'est correct. Ouais. C'est correct. Puis on non. va y aller all-in, on va être le Ouais. meilleur, puis on va être dans la plus grande équipe. Puis C'est comme ça. de faire, OK, des fois, on peut justement amener un peu plus de simplicité dans Oui. ces choix-là. Puis je le renomme encore, mais c'est correct si c'est le choix que vous avez fait en famille parce que vous avez observé puis vous êtes conscient que ça nourrit tout le monde. Mais si ça Ouais. ne nourrit pas tout le monde puis que ça impacte lourdement l'horaire de tout le monde, ben, il y a des choix à faire. Ouais. Peut-être que ce sera plus tard. Tu sais, tu pourras jouer au hockey plus tard, peut-être dans ta vie, quand il y Ouais. aura moins de gestion d'horaire autre. Tu sais. On prend le hockey, là, mais c'est surtout. C'est surtout. Juste les soupers d'amis, si ça devient une lourdeur, c'est aussi c'est à reconsidérer. Ouais. De bien choisir. Faut toujours que je me sente super déposée, super de bonne humeur, que ce soit super propre chez moi quand mes amis viennent. C'est une lourdeur, ça, là. Oui. là. Oui. Mais quand, je pense, c'est ce que je ressens en tout cas de l'extérieur, mais votre groupe d'amis, ça semble pas être ça. Ça semble être, regarde, moi là, je suis jour 1 de mes lunes, les couettes oui. en l'air, mes Ouais. enfants n'ont pas dormi de la nuit, je suis brûlée. Accueillez-moi dans mon mess. Dans moi, ouais. Dans qui je suis, puis je Oui. viens me déposer, puis ça me nourrit, ça me fait du bien parce que j'ai pu être Oui. raw avec vous autres. Mes enfants, ils font le bordel, ils crient partout, ça pleure. C'est pas grave, je sais que je suis pas jugée parce que vous savez ce que c'est. On vit toutes la même chose, Ouais. tu sais. Mais Ouais. quand c'est fait comme ça, c'est différent. Ouais. Quand ça te nourrit puis ça vient t'alimenter en tant qu'humain, Ouais, c'est une autre chose. C'est complètement une autre chose. tellement. Ouais. Et il nous Le restait quatrième. le quatrième pilier. C'est de filtrer le monde adulte. Donc, je vais essayer d'y aller plus rondement, là, mais en fait, oui, il y a quelques conversations, en fait, là, que nos enfants n'ont pas à entendre. Ouais. C'est qu'on parle de la politique, qu'on parle de nos choses vraiment typiquement d'adultes qui peuvent être anxiogènes pour nous. Ah. Les enfants n'ont pas nécessairement besoin d'entendre ça. Ouais. Il y a aussi, en fait, toute la pression, on revient à la pression qu'on se met en tant que parent de toujours intervenir auprès de nos enfants, de toujours parler avec nos enfants, de toujours aller chercher des jouets qui vont travailler la motricité fine, la motricité globale. Mon enfant, je vais redonner le même exemple qu'à la conférence, là, mais la chenille. On se promène dans la rue, mon enfant me dit Oui. Regarde, il y a une chenille! Mon enfant ne voulait pas nécessairement que je lui dise « Ah oui, tu sais, cette chenille va devenir un cocon, ça va devenir un papillon. Et tu sais, les monarques, en ce moment, ils sont en voie d'extinction. » Il fait « Wow, je t'ai juste dit qu'il y avait une chenille. Regarde-la, puis dis-moi qu'elle est belle, là. C'est tout, là. Je voulais Ouais. juste une connexion, c'est tout. Ouais. » Donc, c'est de pas toujours faire « Ah, moment d'apprentissage possible. » C'est pas comme ça, en fait, que l'enfant va réellement apprendre. Il va apprendre en observant, il va apprendre par ses propres expériences, il va apprendre d'une personne qui est émerveillée, il va apprendre parce que lui, il est émerveillé. Mais on n'a pas à se mettre cette pression-là. Juste quand ils sont en train de dessiner,
Imagine si tu étais en train d'écrire un rapport après une rencontre, toi, puis que je suis au-dessus de ton épaule, puis que je te dis « Hey, ça, c'est beau, cette phrase-là. Hey, ça, je retravaillerais ça. Ça, c'est quoi tu voulais dire ici? Ah là, je suis pas sûre de cette phrase-là. » Ouais. Mais quand nos enfants sont en train de jouer, sont en train de dessiner, on fait les commentateurs autour. C'est vrai, oui. Donc, il y a ça aussi qui est dans notre tête d'adulte. On a comme peur de passer à côté de quelque chose dans leur développement. On leur met une certaine pression bienveillante. C'est full bienveillant. Mais comme psychologique, là, ouais. Encore là, moi, je trouve, tu sais, résumer ces 4 piliers-là, c'est vraiment épuré. C'est vraiment ça. Puis on peut ne pas... Tu sais, j'aurais pas pensé à ça, filtrer le monde adulte, que ça fait partie de la parentalité minimaliste. Mais oui, tu viens épurer tes interventions, tu viens épurer ta constante présence, tu sais, de comme être là par-dessus l'épaule de ton enfant tout le temps pour regarder qu'est-ce qu'il fait puis ne rien manquer, tu sais. Faire de la place pour le laisser être. Oui, puis de faire confiance qu'il va trouver... Je parle pas quand il y a un enjeu majeur, là, on n'est pas là, mais... Ouais. Plus dans le quotidien. Très grand. C'est comme les accouchements, les enfantements. Ouais. La grande majorité des enfantements n'auraient pas besoin d'aucune intervention. Mais c'est la même chose pour le développement des enfants. Est-ce qu'on peut leur faire confiance que même s'ils disent pas exactement le même nombre de mots que le docteur te demande à son suivi d'1 an, 2 ans, 3 ans, de faire confiance qu'il va se développer puis qu'il va aller chercher ce dont il a besoin. Il est peut-être en train de nourrir d'autres choses en ce moment dans son développement. Donc, de ne pas se mettre cette pression-là tout le temps. Puis, rapidement, parce que je ne veux pas aller en détail parce qu'on pourrait faire 3 épisodes juste sur ça, mais il y a les écrans aussi. Parenthèse, il est midi. Il est déjà midi. OK. On n'a même pas parlé du sujet. Non, oui. C'est juste notre intro. Je te réinviterai, on fera une prise 2. Mais oui, les écrans. De faire attention. Bon, je ne veux pas démoniser les écrans, mais que ce soit conscient, que ce soit fait en conscience. De comprendre aussi que ça a un impact sur leur structure mentale, cérébrale. De comprendre que ça remplace souvent, en fait, la parentalité. Le parent, ça vient comme plus une gardienne. Ça peut couper, en fait, le lien avec nos enfants parce qu'on est surchargé de tout le reste dans notre vie. Donc, quand on est capable de réduire le reste, bien souvent, on est capable aussi d'aller réduire, de vivre avec l'inconfort que les enfants font un bordel dans la maison parce qu'ils sont dans leur créativité. Donc, on est capable consciemment d'aller réduire les écrans sans le démoniser. Mais c'est ça. Ça fait partie quand même de la philosophie. Tellement. Puis, tu sais, je serais intéressée à te demander, pour finir, parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle, puis Roxane, elle doit aller à une rencontre. Mais, tu sais, toi, justement, qui l'as vécu, ce avant-après d'avoir adapté ta vie à la parentalité minimaliste, puis d'avoir fait ces choix-là conscients de venir épurer toutes les sphères de ta vie. Et oui, continue de le faire. Oui, puis je pense que c'est ça, c'est toujours à faire et refaire et revenir à cette valeur-là, justement, tu sais. Quels ont été les impacts majeurs pour toi, dans ton monde intérieur à toi, et pour ta famille, quand, justement, du jour au lendemain, tu as décidé de te donner la majorité de tes choses, puis de vraiment venir vivre à travers cette approche-là? Bien, en fait, mon plus grand garçon, ça a eu un impact majeur sur le niveau de surstimulation qu'il vivait au quotidien. Il y a une certaine sensibilité plus grande que la moyenne à ce niveau-là. Et moi aussi, hein. Moi aussi, j'ai la même sensibilité. Donc, c'est venu nous permettre de se déposer plus souvent dans notre quotidien, dans notre environnement. D'être capable aussi, des journées où ça va pas, de dire, ben la vaisselle attendra. Parce qu'il y en a tellement pas beaucoup que c'est pas grave si je la laisse là une journée de plus parce que j'ai décidé d'aller jouer dehors avec mes enfants. Puis j'ai décidé de juste prendre un bain ce soir au lieu de faire ça. Donc, ça a vraiment permis dans notre environnement, de pouvoir plus se déposer, premièrement. Ça nous a aussi permis de vraiment changer les lunettes sur l'éducation. Je le renomme, je suis à la base enseignante au primaire. Et avec cette nouvelle philosophie-là, pour moi, ça n'avait aucun sens d'envoyer mes enfants à l'école pour tellement de raisons. La raison, premièrement, de la performance, la raison que l'horaire est tellement structuré qu'ils ont 20 minutes de jeu le matin, 20 minutes, puis ça, c'est pas l'hiver parce qu'il faut qu'ils s'habillent. Le matin, on fait des blagues à tous les matins avec mon garçon que
L'autobus passe, puis il commence à rouler les yeux quand on fait la blague, là. C'est beau, là. L'autobus de la voisine passe, puis « Hey, t'as manqué l'autobus! » Puis il est assis en bobette à manger son déjeuner, puis il nous regarde comme « OK, là, ça va faire. » Ouais. Mais de pouvoir être présente, leur permettre d'y aller à leur rythme, de leur enlever cette pression de performance-là, de me permettre de déconstruire aussi au travers de ça, le brainwash qu'on m'a fait, là. On s'entend, là, c'est un méchant brainwash, là, quand on étudie en enseignement, là. C'est gros à déconstruire, là. Puis moi, ça me fascine à quel point c'est souvent les éducatrices, les enseignantes qui décident, qui sont capables de voir à quel point il y a quelque chose dans le système qui fonctionne pas, puis qui se disent « Oh, OK, je suis enseignante, puis j'ai été éducatrice toute ma vie, puis je suis pas sûre c'est ça que j'ai envie pour mes enfants. » Tu sais, ça en parle, ça parle beaucoup des problèmes, tu sais, présentement. Souvent, les gens vont me dire « Ah, mais là, c'est facile pour toi de faire l'école à la maison, t'étais enseignante. » Mais j'aime leur répondre au contraire. C'est beaucoup plus facile pour toi de le faire. Parce que moi, je dois déconstruire tellement tout ce que tu as appris. Ouais. Déconstruire presque tout ce que j'ai appris, évidemment, oui. Parce que le développement de l'enfant, c'est pas nécessairement ça. Puis cette pression-là qu'on met, c'est pas comme ça qu'ils vont apprendre. C'est pas en leur bourrant le crâne qu'ils vont apprendre. Ouais. C'est vraiment dans l'exploration, dans l'émerveillement et tout. Fait il y a eu un gros impact qui ensuite nous a permis de dire, ben OK, là, on va faire l'école à la maison, mais je peux pas continuer de travailler comme je travaille. Donc, ça a eu un gros changement au niveau professionnel. Aussi, ça a un impact, c'est sûr, sur mon conjoint temporairement, qui doit pallier à ça. C'est un aspect plus négatif, mais qu'éventuellement, ça va nous amener à faire d'autres choix aussi. Les gens vont dire que c'est des sacrifices, mais c'est pas juste des sacrifices, c'est des choix plus alignés qui sont, au bout de la ligne, beaucoup plus confortables. Fait que il y a beaucoup de changements. Wow. Puis les gens qui écoutent puis qui sont comme OK, ça m'inspire. Je veux faire plus de place, je veux épurer ma vie, je veux justement aller à la rencontre de ce que ça peut m'apporter, tu sais, cet apaisement-là, le diminuer notre charge mentale, tu sais, parce que notre charge mentale, c'est toute notre to-do list des choses qu'on a à faire, mais justement, faut que je ramasse ce jouet-là, faut que je mette ce jouet-là, on a toutes les piles avec n'importe quoi, là, genre un élastique qu'il faut que tu ailles porter dans la salle de bain, un jouet qu'il faut que tu ailles trier avec les points chauds qu'on appelle. T'es comme, OK, juste ça, là, cette petite pile-là de charge mentale, tu sais, comment est-ce que je tends à en avoir moins de choses comme ça, tu sais, puis devenir créer de l'espace. Pour moi, c'est vraiment ça que j'entends de tout ce que tu as partagé ici. Créer de l'espace. Puis on parle souvent, en tout cas, moi, en parentalité consciente, de venir créer de l'espace à l'intérieur de soi. Mais là, OK, je veux créer de l'espace dans mon environnement. Tu sais, on parlait un peu de, justement, ça peut être difficile quand on se fait donner beaucoup de choses, puis que là, on sait qu'on veut faire différemment, mais on a un peu peur de se faire juger, puis on a... Où est-ce qu'on commence? Tu sais, quel conseil tu pourrais donner à un parent qui veut commencer, qui a un peu peur du jugement, qui sait pas trop comment faire parce qu'il a pas grandi dans un environnement comme ça, puis quand ils vont souper chez des amis avec d'autres enfants, c'est pas comme ça non plus que ça fonctionne. Par où je commence pour tendre un peu plus vers ça? Ben, je vais vraiment revenir à ce qu'on a dit tantôt parce que c'est vraiment, vraiment la première chose à faire, c'est de définir nos valeurs, puis de nourrir ces valeurs-là, puis de se sentir grounded. Parce que c'était supposé être le sujet de l'épisode, mais comme tu dis, on va en faire un autre. Parce que c'est pas facile tout le temps d'être à contre-courant. J'aime pas ce mot-là, j'ai hâte d'en trouver un autre, là, mais de pas suivre le mouvement de masse. De masse, oui. C'est pas toujours facile. Donc, de vraiment aller cerner c'est quoi nos valeurs, ça va tellement nous faire du bien de nous ancrer dans ces valeurs-là le jour où on a des amis qui vont décider de partir. Ou on a peut-être des parents, de la famille qui vont nous faire des commentaires. Ouais. C'est la chose à faire en premier. Parce que ça va être facile, sinon, après, de revirer de bord. Puis, hey, là, wow, je suis en train de perdre tout le monde, là. C'est quoi qui se passe? C'est les personnes essentielles à ton cheminement actuellement qui vont te nourrir vont rester. Ouais. Les autres, parce que moi, mon cercle d'amis a été 100% renouvelé, là, pratiquement. Là. C'est ça, c'est que tous ces micro-choix-là,
ils vont faire un ménage aussi, Oui, pas juste dans ta maison. Là. exactement. Il va y avoir un ménage qui Dans va ta se faire vie. dans ta vie. Oui. Puis c'est pas toujours facile pour tout le monde de l'accepter, Oui. mais c'est essentiel de le faire parce que ces gens-là, est-ce qu'ils viennent ajouter une lourdeur ou ils viennent vraiment nourrir la personne que tu veux devenir, ce à quoi tu tends? Donc, c'est quand on est capable d'aller nourrir nos valeurs, ben après ça, tous les piliers sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Et souvent, le deuxième pas, ça va être l'environnement matériel. Donc, on peut commencer par nous-mêmes, on peut le faire nous-mêmes, mais ça peut venir difficile d'aller aussi loin qu'on le souhaite. D'avoir un accompagnement, ça peut être vraiment très bien. C'est une des choses que je fais, mais je suis pas toute seule à faire ça. Là. C'est pas obligé d'être moi, ça peut être toute personne qui fait l'accompagnement ou des encombrements. Mais ça vient tellement travailler. Écoute, ça braille à chaque fois. Là. On pleure à chaque fois qu'on fait un désencombrement, pratiquement, au début. Il y a un attachement émotionnel à chaque petite chose. Mais c'est pas juste à chaque petite chose. Souvent, c'est... Mais là, c'est ma mère qui me l'a donné. Qu'est-ce qu'elle va dire si je m'en débarrasse? Oh, on met le doigt sur quelque chose de plus grand. Ça, là, te poser la question si tu te débarrasses ou pas de ça, ça donne un indice sur la relation que tu entretiens avec cette personne-là. Exact. Ouais. Wow. C'est ça, tu vois l'exemple? Ouais. Ou bien là, je peux pas sortir ça parce que là, mon chum, là, il va exploser. Là, ça va péter un plomb là, si je sors ça de la maison. OK, attends un peu. Là. Est-ce que votre relation repose sur un objet? Attends, là, OK, on peut peut-être que cet objet-là va être gardé au bout de la ligne. Ouais. OK, mais de juste quand même se poser des questions sur ce que ça émerge, en fait, en nous. Et quand on est accompagné, bien, on se permet de défoncer des barrières. C'est quoi le mot? C'est ça, briser des barrières. Briser des barrières. Défoncer, c'était pas beau. De briser des barrières, ça nous permet d'aller plus loin. Et c'est souvent la porte d'entrée après pour dire, OK, j'ai été capable de me libérer de plein d'affaires. J'ai pas envie que ça rentre en double chez nous parce que là, il y a de l'espace pour des nouveaux jouets. Go! Oui, non! Non, je veux pas ça! J'ai choisi que mes enfants allaient jouer avec moins parce qu'ils jouent beaucoup mieux avec moins. Puis que ça nous permet de ramasser à la maison au complet en 15 minutes quand on se met une petite playlist dans la joie. On met des chansons ensemble, on va nettoyer, puis les enfants vont nous voir, vont embarquer, tu sais. Donc, c'est des stratégies comme ça, mais première étape, les valeurs. Se sentir confiante, comprendre pourquoi on veut tendre vers ça. C'est quoi notre intention? Ouais. C'est quoi notre intention derrière ce changement-là dans notre vie? Oui. Qu'est-ce que ça peut nous amener concrètement? Puis peut-être qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça va nous amener. Ça a l'air le fun. Peut-être que c'est juste ça, mais il faut quand même essayer de trouver le why, tu sais, la raison, là. Le pourquoi. Bien, je veux être capable de passer plus de temps de qualité avec mes enfants puis de pas toujours être dans la surcharge du ménage en arrière. OK. Il va en avoir encore du ménage, là. C'est sûr. Ouais. Mais moins. Puis je vais être capable de plus remettre au lendemain sans me surcharger 2 fois plus parce qu'il va y avoir 2 fois plus de choses à faire. Ça peut être ça aussi quand ils sont petits, surtout, là. Tu vis la même chose que moi, là. Mais... Oui. Donc, définir nos valeurs, comprendre pourquoi on veut aller vers ça, puis trouver le premier petit pas. On va attaquer... Souvent, c'est les jouets des enfants qui passent en premier, là, mais ou ça peut être juste ma garde-robe, parce que c'est mes choses, je dois rien à personne, puis je sais que ça va me faire du bien de vider ma garde-robe parce que c'est lourd le matin de choisir ce que je vais mettre. Tout ça. Ouais. Ça peut être ça, mais ça, c'est personnel à chacun. C'est quoi qui est le plus lourd en ce moment dans ta vie? Puis c'est ça, j'imagine, que tu viens apporter dans les familles que tu accompagnes, cette une guidance un peu dans tous ces choix-là, par où je commence, tu sais. Ça ressemble à quoi un peu, rapidement, je veux pas te retenir trop longtemps, mais ça ressemble à quoi ton accompagnement à ce niveau-là? Bien, en fait, jusqu'à maintenant, ça a quand même évolué beaucoup selon les besoins des familles. Donc, il y a des fois que ça va être l'accompagnement des encombrements en personne, parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Donc, je mets aussi les mains à la pâte. Des fois, ça va être hybride. Donc, une partie en personne, une partie en virtuel. La personne fait son désencombrement accompagnée d'une amie, sa mère, son conjoint. On se fait un petit appel, on regarde où est-ce qu'ils en sont, je les challenge sur certaines choses et ils continuent avec ces idées-là. Ou complètement en hybride, complètement en virtuel, pardon. Ça aussi, je l'ai fait. Donc, pour le matériel, il y a ça. Mais j'ai aussi fait de l'accompagnement pour l'ensemble des sphères. Donc,
oui, c'est sûr que ça passe par le matériel aussi. Ouais. Mais on va aller voir le rythme, on va aller voir Mhm. l'emploi du temps, on va aller déconstruire des choses. C'est où le réel bobo, tu sais? Ouais. C'est où que ça accroche? Qu'est-ce qui t'empêche d'épurer ta vie? Hmm. C'est quoi réellement la raison? Et là, la parentalité consciente embarque. Eh oui, après, c'est ça. Là, je te réfère, puis enfin... Mais c'est comme ça que ça se passe. J'ai fait aussi des accompagnements sur plusieurs mois en groupe. Là, bon, il va falloir qu'il y ait voir sur ma page Instagram pour en savoir plus s'il y en a d'autres. Je suis en train de revoir tout ça, moi aussi, de mon côté, temporairement. Mais oui, c'est comme ça. Sinon, j'accompagne la naissance aussi. Oui. On en parle déjà en prénatal. Oui. Ah, wow. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un univers qui mérite d'être plus abordé parce que, oui, c'est sûr que ça a tellement d'impact sur notre quotidien, sur notre qualité de présence avec nos enfants aussi. Oui. Merci pour ton temps, Roxane. Ça fait plaisir. Je ne veux pas te retenir trop longtemps, mais on avait tout un autre sujet qu'on voulait aborder, mais il faut que tu reviennes absolument. Puis je pense que ça montre à quel point nos approches nous amènent un peu à la même place et ont la même intention derrière. Que c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que je peux aller à l'intérieur de moi pour offrir, tu sais, une enfance plus authentique et plus présente avec mes enfants. S'offrir une maternité différente aussi. Il ne faut pas s'oublier là-dedans. Ben, et la paternité, là, on n'est pas tout seul là-dedans, mais s'offrir aussi cette maternité-là plus douce, puis Puis on voit à quel point tout... Non, c'est pas facile. C'est pas simple, c'est pas ça. simple, non. Puis c'est ça, on voit à quel point tout est relié, tu sais, que notre environnement, notre charge mentale, nos jouets, la quantité, la couleur de nos murs, comme tu parlais tantôt. Fait que de venir se poser ces petites questions-là, ça peut tellement faire une grande différence dans nos vies. Donc, si vous êtes rendus là, ceux qui nous écoutent, et que vous ne savez pas trop par où commencer, ben je vous invite à contacter Roxane. Puis c'est par où que les gens peuvent te contacter le plus facilement? Ben, je dirais que, premièrement, la page Instagram L'Octobre donne beaucoup de petits conseils pour déjà voir un peu la vibe, mon approche et tout. Puis ensuite, ben, ils peuvent me contacter soit en message privé ou par courriel. C'est assez facile dans la bio d'aller accéder à mon site Internet. Oui. Puis, ils peuvent me contacter, que ce soit juste pour un petit conseil rapido, voir si ça peut nourrir leurs besoins aussi de cet accompagnement-là. Mais ma porte est ouverte. Ma porte virtuelle. Ma porte physique, je vais choisir quand même. J'adore. Merci d'être venue. Puis on se fait une prise 2 très bientôt. Ben oui, j'ai même pas utilisé mes notes. Je le sais. On aurait pu parler pendant 3 heures, écoute. Prise 2, dans l'année 2. Oui. À bientôt. Ah, merci. Bye.